Bonjour, je suis Zoé Armierselve, je suis directrice ESG chez Épopée Gestion, un fonds d'investissement spécialisé dans l'accompagnement et le financement des entreprises et projets immobiliers sur l'arc atlantique. Je vais aujourd'hui vous parler de l'engagement des entreprises et des mesures de transition pour permettre au monde de la finance durable d'accompagner, de mesurer, de comparer les entreprises et donc prendre des décisions d'investissement à la fois d'un point de vue financier et extra-financier. L'engagement des entreprises est la clé de voûte de la transition. Ce sont elles qui doivent se transformer aux côtés du monde financier et des instances publiques. La finance durable a un rôle d'identification et d'accompagnement. On parle souvent de la donnée ESG comme d'un Graal, mais aussi comme le passage obligé et nécessaire en amont de toute stratégie RSE. C'est vrai que c'est l'interface privilégiée pour objectiver le progrès et le suivi d'une entreprise. Cependant, la donnée ESG recoupe beaucoup de choses et surtout, elle doit rester ce qu'elle est. Un moyen pour analyser l'existant, pour structurer la stratégie et offrir des capacités de comparaison et de benchmark. Depuis plusieurs années, les concepts et les termes se sont accumulés pour analyser et mesurer la capacité d'une entreprise à intégrer dans sa stratégie des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance en complément de leurs enjeux purement financiers. On parlait d'abord du développement durable, puis de la RSE, aujourd'hui de durabilité et de double matérialité. Globalement, l'idée reste la même. Comment une entreprise qui est intégrée nécessairement à ses territoires, qui a des besoins et des impacts en termes de capital humain, qui dépend de ressources naturelles, prend en compte ces sujets-là pour construire une croissance pérenne. Il faut avoir conscience que les enjeux extra-financiers sont complémentaires aux analyses financières et les prendre en compte sont un moyen de mieux identifier les risques et les opportunités de l'entreprise. 3 exemples pour illustrer chacun des piliers E, S et G. Le pilier environnement tout d'abord. L'exemple du suivi des émissions de CO2. La mesure des émissions de CO2 liées à l'activité de l'entreprise permet d'identifier dans son activité directe et indirecte les postes de consommation les plus importants. En les identifiant, l'entreprise est capable d'agir pour les réduire afin de limiter d'une part son impact sur la planète, mais d'autre part, dans une vision plus économique et plus financière, d'identifier les zones les plus à risque d'une future taxe carbone qui pourrait impacter son revenu au résultat, ou d'une réglementation plus restrictive. Sur le pilier social, prenons l'exemple de la prévention et mesure des accidents du travail. La santé et la sécurité des salariés est un bon exemple de l'alignement financier extra-financier. Au-delà de la responsabilité de l'entreprise de s'assurer de la bonne santé et de la sécurité de ses salariés, l'impact financier d'une dégradation de ces indicateurs est fort. Le coût des accidents du travail est réel et dans des contextes de bassin d'emploi tendus, cela impacte directement l'attractivité d'une entreprise. Pilier de la gouvernance maintenant, le fameux indicateur de la diversité des conseils. Le rôle d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance est d'exercer un contrôle, de challenger et d'apporter des conseils stratégiques à l'équipe de direction. Or, de nombreuses études montrent que la diversité va améliorer ce processus de prise de décision et d'éclairage des risques à venir en intégrant une diversité des points de vue et de parcours. Une meilleure diversité du board va donc permettre un meilleur fonctionnement de celui-ci. On est donc là encore dans une complémentarité du financier et de l'extra-financier. Vous l'avez vu dans les cours précédents, les normes, les cadres, les réglementations ont été florissants afin de rendre les enjeux ESG plus stratégiques, de limiter le greenwashing et d'aider les entreprises à structurer leurs démarches. Commençons par refaire un petit catalogue des normes actuellement en vigueur pour rappeler que celles-ci peuvent être mises au service de la stratégie RSE et non l'inverse. Il y a les 17 ODD, la CSRD qui vient d'entrer en vigueur, la taxonomie européenne, l'ISSB, le concurrent américain de la CSRD. Ces normes, cadres et réglementations ont un double intérêt. D'une part, offrir un cadre normatif comparable. Et d'autre part, et surtout, donner des clés aux entreprises, notamment de petite taille, pour se mettre en mouvement. Il faut bien avoir conscience que la finance durable a pour vocation d'identifier, d'accompagner et de valoriser les entreprises présentant une bonne prise en compte des enjeux de durabilité. Mais ce sont bien les entreprises elles-mêmes qui se transforment et mettent en place des stratégies RSE permettant de réduire les externalités négatives et de saisir les opportunités business d'un monde durable. En ce sens, l'enjeu est bien de développer des outils et des normes permettant de mettre en mouvement les entreprises
en leur offrant un cadre d'analyse et de décision stable, comparable et in fine valorisable. Ces normes et ces cadres permettent donc de créer de la donnée comparable d'une entreprise à une autre afin de suivre les progrès des entreprises dans leur prise en compte des enjeux de durabilité et de la gestion de leurs externalités négatives sur l'environnement ou le social. Cette mesure est faite avant tout par les entreprises qui vont mettre en place des systèmes de reporting et de structuration de la donnée. Un bilan carbone, un suivi des données liées aux accidents du travail, une vision plus précise de la géographie ou de la complexité de la chaîne d'approvisionnement. La mesure, via des normes comptables ou des référentiels, va permettre d'objectiver la donnée et de la rendre comparable entre deux périodes et entre deux entreprises. Et c'est la comparaison de la donnée qui va permettre aux acteurs du monde financier de prendre des décisions sur ces aspects, notamment en termes d'allocation. C'est aussi la vision portefeuille de ces données qui va permettre au client final, particulier ou institutionnel, de comparer les produits financiers. C'est la logique de la publication des 14+2 PAI, les Principal Adverse Impact, set d'indicateurs génériques qui visent à être appliqués à l'ensemble des produits financiers déclarant prendre en compte les critères ESG dans leur choix d'investissement. Ensuite, mettre en mouvement les entreprises. La mesure et le reporting ont également, et peut-être surtout, un rôle de mise en mouvement des entreprises. En mesurant, on connaît ces enjeux et on peut mettre en place une stratégie d'atténuation, d'adaptation, des politiques zéro accident. La donnée ESG, surtout dans des petites entreprises, est souvent compliquée à collecter avant d'avoir mis en place un suivi. La donnée et les plans d'action sont donc intrinsèquement liés. Par exemple, faire son bilan carbone permet de prendre conscience de ces zones de risque, d'amélioration, de dépendance et conduit à une volonté d'action. Lister les pollutions liées à ces produits et activités permet de les monitorer et engage à les réduire. De même, d'un point de vue social, les premières années de mesure des accidents ou des quasi-accidents du travail va entraîner souvent une hausse dans les chiffres, car en cherchant la donnée, on trouve des situations qui passaient éventuellement sous les radars jusque-là. Mesurer est donc la première étape de la mise en mouvement et de la structuration d'une stratégie RSE intégrée. Et les normes permettent dès le départ de bien mesurer. Les plans de transition, qu'est-ce que c'est ? Un plan de transition climatique est un document stratégique. C'est une feuille de route détaillée avec des échéances. Ce plan de transition présente l'alignement stratégique d'une organisation, une entreprise, en cohérence avec les recommandations de la science du climat. Un plan de transition va donc aller plus loin que la simple formulation d'engagement sur des objectifs à court, moyen ou long terme. Il va présenter des mesures concrètes pour les atteindre, ainsi que les moyens qui y sont alloués. Sa définition évolue en fonction des référentiels, mais il s'adapte toujours en fonction du modèle d'affaires de l'entreprise. Ces plans de transition sont en train de connaître une accélération avec les exigences réglementaires. Ainsi, avec la norme climat de la CSRD, le fameux ESRS E1, les entreprises doivent publier leur plan de transition climat ou indiquer si et quand un tel plan sera construit. Également, la directive sur le devoir de vigilance, CS3D, en cours de finalisation, imposerait en plus une obligation de moyens. Le CDP, quant à lui, conditionne l'atteinte du meilleur score à la production d'un plan de transition climat. Dans un contexte où la transformation économique est un impératif, il constitue surtout un levier pour évaluer son potentiel de transformation et s'engager dans une action concrète en plaçant le climat au centre des efforts. Ce terme pourrait finalement aussi être interchangeable avec plan de transformation. La théorie du changement va aussi être au cœur de ce sujet. On peut définir cette théorie du changement comme une stratégie explicitant les liens de cause à effet entre la conduite de l'activité et la réponse aux besoins sociaux ou environnementaux traités. Cette théorie du changement, qui vise à rendre stratégiques et volontaires les plans de transition, permet d'engager le dialogue avec les entreprises et déployer des outils de mesure et de suivi. La définition de l'impact, notamment par l'Institut de la finance durable et France Invest, en fait également un de ses piliers. C'est ce qui matérialise l'intentionnalité de la démarche d'une entreprise. Prenons à présent 2 exemples d'outils pour mener un plan de transition. SBTI tout d'abord, la Science Based Target Initiative, qui est un mouvement international lancé à la suite des accords de Paris en 2015. Son objectif est de mobiliser les entreprises face à l'urgence climatique, de les accompagner dans leurs projets de décarbonation
est de garantir la compatibilité de ces projets avec l'objectif de limitation de l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré et celui de neutralité carbone à l'horizon 2050, en se basant sur les projections sectorielles de l'AIE. Les SBTI sont principalement utilisés et reconnus pour fixer les différents jalons d'un objectif de la baisse des émissions CO2, mais sont aussi un cadre utile pour définir son plan de transition. Autre exemple, autre initiative, Acte pas à pas. Acte est une initiative lancée en 2015 à la suite également des accords de Paris, conjointement avec l'ADEME, le CDB et le WBA. Elle fournit des méthodologies sectorielles servant de cadre pour aider les entreprises à piloter des actions climatiques et aligner leurs stratégies sur des trajectoires bas carbone, pertinentes et ambitieuses. Pour ce faire, plusieurs étapes. Tout d'abord, diagnostiquer sa stratégie et actions de décarbonation actuelle. Fixer des objectifs alignés avec une trajectoire sectorielle et définir la vision de son entreprise dans un monde bas carbone. Et enfin, définir les leviers d'action pour réduire les émissions de sa structure afin d'atteindre ses objectifs. Illustrons maintenant avec un exemple historique d'un plan stratégique intégrant des enjeux de transformation de son modèle d'affaires pour s'adapter. En 2009, Dong Energy, pour Danish Oil and Natural Gas, tirait 92% de ses revenus des combustibles fossiles et était responsable d'un tiers des émissions de CO2 du Danemark. L'entreprise s'est alors engagée à abandonner son modèle axé sur les combustibles fossiles pour devenir un acteur majeur des énergies renouvelables à un horizon de 30 ans. Elle s'était fixée de passer de 85% de revenus dégagés des combustibles fossiles à un montant équivalent provenant des énergies renouvelables d'ici 2040. Elle a finalement atteint son objectif en 2019, soit 21 ans en avance. Économie circulaire, taxonomie et entreprise à mission. D'autres leviers peuvent être intégrés dans les plans de transition. La notion d'économie circulaire a également poussé un certain nombre d'entreprises à interroger son modèle d'affaires pour mieux définir les processus de production ou la conception des produits pour restreindre l'utilisation de matières premières primaires et leurs impacts sur l'environnement. Par exemple, Veolia a structuré son plan stratégique autour de cette notion depuis 2015, tentant de l'appliquer à l'ensemble de ses activités. La taxonomie européenne est également un puissant cadre normatif de transformation et de preuve de la contribution environnementale positive d'une entreprise. Enfin, en France, le statut d'entreprise à mission donne un cadre juridique innovant et ambitieux d'intégration de la stratégie RSE dans la stratégie de l'entreprise. La loi Pacte, pour le plan d'action pour la croissance et la transformation de l'entreprise, introduit cette qualité de société à mission en 2019. Il s'agit pour une entreprise d'affirmer publiquement sa raison d'être, ainsi qu'un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu'elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité et qu'elle inscrit dans ses statuts. Ce statut permet à l'entreprise de structurer son engagement et de déployer un plan d'action dédié à son modèle d'affaires. Ce statut permet notamment à l'entreprise de se fixer un cap, c'est-à-dire d'interroger la finalité et la culture de son entreprise et de l'ancrer sur un temps long. Renforcer la pérennité de l'activité en conjuguant impact social, environnemental et économique positif. L'inscription statutaire de la mission permet de sécuriser les fondamentaux de l'entreprise dans la durée, afin qu'ils soient maintenus en cas d'éventuel changement de direction ou d'actionnariat. Créer un dialogue de fond entre les dirigeants et les actionnaires, les employés et autres parties prenantes. Finalement, mesurer et mettre des plans d'action, c'est éclairer des zones de risque et d'opportunité qui n'étaient pas ou mal connues dans les analyses financières classiques, et l'objectivation de ces données devrait créer des conditions optimales pour intégrer ces enjeux dans les valorisations, même si ce n'est pas encore le cas ou peu aujourd'hui. Des initiatives existent, de variation du WACC dans les DCF, de bonification de taux d'intérêt pour les Sustainability Linked Loans, d'intégration des décotes, surcotes dans la juste valeur ou sur le target price des analystes. Mais les méthodologies sont en cours de test et d'élaboration. Les outils sont là, les connaissances et les méthodologies aussi. Le monde financier peut donc jouer tout son rôle d'accompagnement et de financeur pour que les entreprises aient les moyens de mettre en œuvre leur transition.